Excellent réveil, il est 8h. Votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Les Parisiens sonnés après la déconfiture du PSG hier soir, éliminés de la Ligue des Champions dans un retournement de situation que tout le monde jugeait improbable. Est-ce que des têtes vont tomber? On posera la question au consultant d'Europe 1, Alain Roche. La grogne des gardiens de prison, deuxième jour. Le gouvernement reconnaît une défaillance après l'attaque visant 2 surveillants au couteau à Condé-sur-Sarthe. À suivre également le président algérien Abdelaziz Bouteflika sous menace vitale permanente et dans un état de santé fortement dégradé. Toujours candidat, mais toujours hospitalisé en Suisse et vous verrez que les opposants harcèlent l'hôpital. 3000 appels par jour. Et puis le projet fou d'un groupe d'élus des Alpes de Haute-Provence. Ils misent sur l'énergie du futur et ils veulent construire 1500 hectares de panneaux photovoltaïques. Emmanuel Macron a choisi ce site pour parler transition écologique aujourd'hui. 8h12, Vincent Hervouette, la confusion des Européens face au mystère de l'Arabie. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Nicolas Bay, député européen Rassemblement National. Europe 1. Il y a eu les excuses du capitaine Thiago Silva auprès des supporters. Il y a eu la sidération de l'entraîneur. Non, ce résultat n'est pas possible. Et pourtant si, malgré son exploit à l'aller, le PSG n'a pas survécu hier soir face à Manchester United, battu 3-1 avec un penalty à la toute dernière minute. Et à la télévision anglaise, écoutez, ça donnait ça. Glorieuse soirée pour Manchester. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Sébastien. Ce matin, évidemment, la presse britannique se délecte. BAFTA du meilleur titre au Mirror. Marque de triomphe en français dans le texte. Oui, parce que l'ultime buteur sur penalty, on l'a entendu, c'est Marcus Rashford. Plus sobre pour le Daily Mail, Miracle in Paris, miracle à Paris. Même titre choisi par le Télégraphe qui parle dans son article de Miraculous Comeback, retour miraculeux. One of the most outstanding results in their history, l'un des succès les plus exceptionnels de leur histoire, écrit le Times, qui salue en une A Glorious Triumph. Oui, outre-Manche, la soirée fut bonne. À Manchester TV, pour les commentateurs, surtout au moment du penalty décisif. Oh my God! Et puis aussi dans le salon du joueur blessé de Manchester, Jesse Lingard. Et c'est monté très haut. Joie aussi dans les travées du Parc des Princes. I love it. I'm swapping. Est-ce que vous avez reconnu? C'est Cantona. Eric Cantona, le King, gloire de United et accessoirement né à Marseille. Merci Jérôme Lacroix et bravo pour l'accent. Et on est en ligne avec le consultant foot d'Europe 1. Bonjour Alain Roche. Bonjour. Troisième fois que le PSG ne passe pas ce barrage des huitièmes de finale. Un tel renversement de situation entre le match aller et le match retour, ça n'était même jamais arrivé en Ligue des Champions. On se pose forcément la question ce matin, est-ce que des têtes vont tomber ? En tout cas, le Paris Saint-Germain, le roi des records, des fiascos, après Barcelone, cette fois-ci à Manchester, vont tomber. Si vous me dites là, dans les semaines qui arrivent, non, ça va sûrement tomber au mois d'août. Il va falloir se poser la question sur le recrutement, donc ça veut dire que ça sera un Antero Henrique qui va être ciblé. Je ne pense pas que l'entraîneur soit remis en question. Beaucoup de joueurs vont aussi être remis en question, des joueurs qui sont là depuis le début de l'opération Qatari. Est-ce que Neymar va vouloir rester? Il a bien démontré dans ses déclarations que s'il y avait une opportunité de partir, s'est présenté peut-être avec ce match-là. Il y a peut-être une question à se poser, est-ce que c'est ce président qu'il reste aussi, parce que ça fait 3 années que cette équipe se fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour l'instant, les déclarations du président n'ont jamais aucun effet. Est-ce qu'il met les joueurs dans un trop grand confort aussi avec des salaires supersoniques? Je ne sais pas. En tout cas, est arrivé à la fin d'un cycle. Le cycle, je ne sais pas si c'est la fin de cycle. Vous savez, les entraîneurs changent au Paris Saint-Germain, donc les cycles d'entraîneurs sont renouvelés. On change de directeur sportif aussi tous les 2 ans. Donc, je pense qu'on se trompe surtout sur les joueurs. Voilà, il faut des joueurs avec un mental à toute épreuve qui sont faits pour gagner les matchs à qualification directe, gagner une Ligue des Champions. Pour l'instant, on les a pas. On a eu l'impression qu'on a eu un recrutement d'opportunités cette saison, qu'on a plutôt affaibli cette équipe. Il va falloir faire un bilan, difficile de réagir à chaud, mais on a encore une fois de plus la risée de l'Europe. Merci beaucoup Alain Roche. Beaucoup de questions donc à résoudre. Merci Alain Roche, consultant football d'Europe 1. Il est 8h04.
On en vient, Sébastien, maintenant à la grogne dans les prisons qui ne faiblit pas après l'attaque d'il y a 2 jours. Plusieurs établissements seront à nouveau bloqués aujourd'hui. Les gardiens réclament plus de moyens de sécurité et l'autorisation de pouvoir fouiller les visiteurs. À Condé-sur-Sarthe, on sait que c'est la compagne du détenu qui a fait rentrer le couteau qui a servi à l'agression. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu un manquement. Il y a manifestement eu une défaillance dans la fouille, probablement dans la fouille des visiteurs. Et donc nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle, de fouille, y compris des visiteurs, puisse être élevé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait vite. Je prends ces sujets au sérieux. La menace est réelle. Il n'y a pas un jour qui passe où nous n'œuvrons pas pour la sécurité des Français. Édouard Philippe, hier soir sur BFM TV, et ce matin, les surveillants de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais rejoignent à leur tour le mouvement. Lionel Gougelot, vous êtes sur place devant cette prison qui a connu, elle aussi, une attaque l'an dernier commise par un détenu radicalisé. Et là-bas aussi, la question de la fouille des visiteurs se pose. Oui, clairement, hein, ce droit de fouiller les familles ou les visiteurs avant un parloir, c'est une mesure très attendue ici par les surveillants de Vendin-le-Vieil, établissement ultra sécurisé mais qui accueille certains détenus particulièrement dangereux. Vous savez, Vendin, avec ses 2 quartiers d'évaluation de la radicalisation, c'est un peu la prison sœur jumelle de Condé-sur-Sarthe. Et forcément, le contrôle des familles à l'entrée, comme le suggère Édouard Philippe, eh bien, c'est un élément essentiel de sécurité, selon Grégory Strampek, délégué UFAP de l'établissement. Vous allez dans un stade de foot, c'est ce qu'on donne comme exemple, vous êtes palpés. Les gilets jaunes, quand ils passent les barrières, ils sont palpés. Nous, les familles, elles arrivent les mains dans les poches. S'ils ont un couteau, quoi que ce soit en dessous, nous, on demande et on exige que ces familles soient fouillées. Et cela dit, les surveillants estiment ici que cette fouille des familles ne réglera pas tout en termes de sécurité. Ils attendent toujours la mise en œuvre de mesures qui avaient été décidées dans un protocole d'accord après l'agression de 3 surveillants ici l'an dernier, comme la dotation en gilet pare-lame, un équipement qui aurait peut-être mieux protégé leurs collègues agressés à Condé-sur-Sarthe. Lionel Gougelot en direct de Vendin-le-Vieil pour Europe 1. Le cardinal Barbarin attend la décision de la justice des hommes. Le tribunal de Lyon doit annoncer aujourd'hui s'il condamne ou non l'archevêque pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat. Il risque 3 ans de prison. À Grenoble, le quartier Mistral s'est à nouveau embrasé hier soir. Voitures incendiées, barricades, jets de pierre et de cocktails Molotov depuis le toit des immeubles. L'appel au calme lancé par les familles des 2 jeunes morts à scooter samedi dernier n'aura pas suffi. Et puis toujours dans l'Isère, ce drame visiblement lié au vent violent. Hier soir, une mère et ses 2 filles ont été tuées par la chute d'une grosse branche d'arbre sur leur véhicule. Ce matin, l'alerte orange qui concernait 3 départements de la région est levée. La suite du journal Sébastien Krebs avec l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Le quotidien La Tribune de Genève affirme que le président algérien, hospitalisé en Suisse depuis une dizaine de jours, est, je cite, sous menace vitale permanente avec des problèmes neurologiques et respiratoires. Un état de santé très précaire. Et malgré tout, pendant ce temps, en Algérie, le gouvernement affirme préparer l'élection présidentielle comme prévu. La contestation ne faiblit pas et vous allez l'entendre, les opposants ont entrepris une campagne d'appel téléphonique pour harceler l'hôpital qui soigne le président. Jeanne Bergaoui. Sur les réseaux sociaux, les vidéos se multiplient avec souvent la même mise en scène. Des Algériens se filment en train d'appeler l'hôpital à Genève. Ils affichent le numéro suisse et enregistrent la conversation. Oui, en fait, je vous appelle d'Algérie. Oui. Donc, je pense que vous avez reçu quand même une centaine d'appels concernant le président Bouteflika. Pas centaines, des milliers. Des échanges pour la plupart polis, parfois des canulars. Au bout du fil, les standardistes sont débordés, témoigne Nicolas de Saussure, porte-parole des hôpitaux universitaires de Genève. On a d'habitude 3000 appels par jour et on a eu à peu près 2 fois plus d'appels que d'habitude. Quel type d'appel? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors les questions qu'on nous pose, c'est de savoir si le président Bouteflika est effectivement hospitalisé dans notre hôpital, si on peut avoir des informations sur son état de santé, c'est essentiellement ça. Une campagne d'appel téléphonique inédite, mais sur les réseaux sociaux, certains Algériens recommandent déjà d'arrêter cette mobilisation pour libérer les lignes utiles aux patients qui en ont vraiment besoin. Et l'élection présidentielle est toujours prévue pour le 18 avril. Un nouveau naufrage en Méditerranée. Au moins 3 personnes, dont 2 enfants, sont mortes cette nuit au large de l'île grecque de Samos. Ils étaient 12 à bord. En France, Mounir Majoubi se lance. Le secrétaire d'État au
au numérique sera bien candidat pour porter les couleurs de la République en marche à la mairie de Paris pour les municipales de 2020. Il l'annonce ce matin au journal Le Parisien. Et puis à Bordeaux, c'est la fin d'un règne. Alain Juppé passe la main aujourd'hui. À 9h, le conseil municipal va élire son successeur, Nicolas Florian. Il était son adjoint aux finances. Dernière étape du grand débat pour Emmanuel Macron. Et cette fois, ce sera pour parler transition écologique. Le président a choisi les Alpes de Haute-Provence. Il sera ce matin à Gréoux-les-Bains. Et là-bas, justement, les élus comptent bien l'interpeller sur ce que peut faire l'État pour les aider dans leur projet, construire une immense centrale fonctionnant à l'énergie solaire. Nathalie Chevance. 1500 hectares de panneaux photovoltaïques, l'équivalent de plus de 2000 terrains de football. Voilà le projet sur lequel planchent plusieurs élus, convaincus qu'au milieu des champs de lavande et des forêts, l'énergie solaire est promise à un bel avenir. Fabriquer suffisamment d'électricité verte pour alimenter à terme une usine de production d'hydrogène le long de la Durance. Jérôme Dubois, maire de Volx, petite commune de 3000 habitants, fait le pari de la transition énergétique. Il s'apprête à interpeller le chef de l'État. Ce que j'ai envie de dire au président, c'est aidez-nous à faire évoluer la législation. Aujourd'hui, il y a sur les territoires des projets qui sont prêts. C'est notre identité. Et finalement, voir un champ de photovoltaïque, c'est de la production d'énergie verte et c'est de la production de ressources locales, puisque la fiscalité de l'énergie verte rentre directement dans les caisses des collectivités. Ça se chiffre en millions, voire en dizaines de millions d'euros. Mais aujourd'hui, en l'état de la législation et des formes de protection des espaces qui pourraient être mobilisés pour installer ces panneaux, c'est un énorme parcours du combattant pour arriver à avoir les autorisations. C'est ça que je veux dire au président de la République. Un territoire qui mise sur ses atouts, l'ensoleillement, l'espace, et qui espère donc un coup de pouce de l'État pour basculer dans la transition énergétique. Merci Nathalie Chevance, merci, c'était le journal de Sébastien Krebs.